Franchement, je sais pas ce qu'on vous a dit par rapport aux États-Unis, mais les gars, ils travaillent vraiment hard. The working hard is working hard. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nadia et sur cette chaîne, je partage mon parcours et mes expériences afin d'aider d'autres étudiants comme moi à mieux s'orienter et à faire des meilleurs choix de carrière. Comme expliqué dans ma précédente vidéo, aujourd'hui, je vais vous partager mon retour d'expérience aux États-Unis. Effectivement, je me suis rendue aux États-Unis en juillet 2022 pour un an et durant cette période-là, j'ai effectué un stage. Je vais vous expliquer de A à Z mon expérience, c'est-à-dire je vais vous expliquer d'abord quelle a été la procédure par laquelle je suis passée avant de pouvoir me rendre. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé là-bas pour moi, tant au plan culturel que, je sais pas, mon professionnel ou même personnel, social. Et je vais aussi vous partager des conseils que j'aurais voulu avoir avant de m'y rendre. J'ai mon carnet avec moi, donc je vais structurer la vidéo en chapitres et dans chaque chapitre, je vais répondre à une question. Une question qui est qui est relative en fait à mon expérience, aux démarches administratives, aux coûts, etc. Donc, s'il y a vraiment un chapitre qui vous intéresse en particulier, vous pouvez directement passer à ce chapitre-là. Ou sinon, je vous conseille de regarder la vidéo en entier. Alors, je commence avec la première partie qui est plus un contexte, c'est-à-dire déjà où j'étais dans mon parcours académique, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'ai décidé d'aller aux États-Unis et comment j'ai trouvé mon stage aux États-Unis. Alors, en janvier 2022, j'étais au Canada, j'étais en échange au Canada et je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je voulais pas rentrer en France, je voulais rester à l'étranger, idéalement en Amérique du Nord. Et j'avais déjà postulé à des offres de stage au Canada. J'ai été recrutée dans un cabinet de conseil pour un stage de 8 mois en plus. C'était pour comment ça se dit, gap year, c'est ma césure. Ça a coincé parce que l'entreprise s'est rendu compte que j'avais pas de permis de travail et j'étais pas admissible à aucun permis de travail. C'est-à-dire que en tant qu'étudiante, seul permis de travail qui pouvait me permettre de travailler au Canada, c'était je pense qu'on appelle ça PVT, un truc comme ça, ou VIE. Non, c'est pas, c'est différent. Je pense qu'il y avait PVT, permis vacances-travail. Je pense c'est travail, vacances. Bon, bref, on appelle ça PVT. Je vais peut-être mettre ça ici. Et il y avait aussi le VIE. Mais en fait, je n'étais pas admissible à ces deux types de permis de travail parce que je ne suis pas française ni issue d'une nationalité européenne. Donc, je ne pouvais pas postuler pour ce permis de travail. Donc, j'ai dû refuser l'offre. J'étais assez déçue, mais j'avais pas perdu en fait l'idée de rester soit, je sais pas, dans un autre pays autre que la France pour faire ma césure. Donc, j'ai commencé à chercher des stages aux Pays-Bas, j'ai cherché aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse aussi, je cherchais des stages. Mais à chaque fois, en fait, ce qui bloquait, c'était le permis de travail parce que quand ils se rendaient compte que je n'étais pas issue d'un pays européen et qu'il fallait que je fasse une demande de visa ou une demande de permis de travail, l'entreprise se désengageait ou, en fait, elle me retirait l'offre. Donc, c'était un peu ça le truc. Comment j'ai trouvé mon stage aux États-Unis? Je ne vais pas vous mentir, ça a été par le biais du réseau de mon école, par le biais des gens de mon école. Il y a un de mes amis, des étudiants de mon école, qui a partagé une offre de stage aux États-Unis et il expliquait que l'entreprise cherchait des stagiaires, idéalement 2, 3 stagiaires. Et voilà. Donc l'entreprise déjà était basée aux États-Unis, dans un milieu anglophone, et moi ça correspondait à ce que je cherchais. Et bien vrai que l'offre de stage n'était pas en rapport avec mon étude, c'était même pas en rapport avec ce que je faisais à l'école, j'ai décidé de postuler et j'ai décidé de me lancer dans la procédure de recrutement. Donc une fois qu'on a fini avec tout ce qui est recrutement, il fallait passer à la partie administrative qui était trouver un permis de travail, quel permis de travail me permettrait de partir aux États-Unis. Et il s'avérait que c'était le J1. Le visa J1, en gros, c'est un visa qui est accessible à des étudiants ou aux nouveaux diplômés. C'est-à-dire que vous êtes admissible au J1 jusqu'à un an après votre diplomation. Donc, c'est soit tu es étudiant ou soit tu viens de graduer il y a moins d'un an. Et en fait, avec le J1, vous pouvez effectuer une expérience professionnelle. Vous pouvez avoir une expérience professionnelle aux États-Unis. C'est vraiment un visa qui est très intéressant parce que toute personne de toute nationalité est admissible à ce visa-là, à condition qu'elle soit étudiante ou nouveau diplômé, comme j'ai dit. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que vous trouviez un sponsor, c'est-à-dire une entreprise qui vous sponsorise.
Et moi, dans mon cas, ben, c'était mon entreprise qui me sponsorisait et j'ai commencé ma démarche. Je ne sais vraiment pas pourquoi, je ne veux pas vous mentir, mais moi, en fait, je me rends compte à chaque fois que quand il est question de visa ou de démarche administrative, tout se complique pour moi. Je sais vraiment pas pourquoi je suis tellement proactive dans ces choses-là. J'essaie vraiment de, je m'y connais, donc je suis assez proactive dans ça. Mais il y a toujours un truc qui bloque, il y a toujours un petit problème qui vient s'interposer. Et moi, dans mon cas, en fait, c'était que l'entreprise avait déjà accepté 2 stagiaires. Donc, l'entreprise avait déjà sponsorisé 2 personnes. Et je pense que l'entreprise ne pouvait pas sponsoriser plus de 3 personnes dans une même agence. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et du coup, j'avais eu mon offre de stage en février 2022. Et c'est jusqu'en mai 2022 que j'ai pu avoir ma sponsorship letter. C'est-à-dire que c'était toute sorte de paperasse. Il y a des trucs qui n'allaient pas. Il fallait trouver une autre agence. Et finalement, nous sommes passés par l'agence qu'on appelle Odyssey pour justement me donner ce document qui est ce sponsorship letter. Et le document m'a coûté 2 500 euros. Je tiens à préciser que les 2 500 euros de sponsorship letter, c'est soit l'entreprise qui paye ou soit l'étudiant qui paye. Dans mon cas, l'entreprise n'a pas voulu payer, donc j'ai dû payer les 2 500 euros de ma propre poche pour obtenir ma sponsorship letter. Et une fois que j'ai obtenu ma sponsorship letter en mai 2022, c'est là maintenant que j'ai commencé à faire ma procédure sur le site de l'ambassade, non pas de l'ambassade, sur le site de l'immigration américaine pour faire ma demande de visa. Et je me rappelle, j'ai eu mon rendez-vous de visa le jour même où je devais commencer mon stage, c'est-à-dire le 3 juillet. Et j'ai encore fait une demande de rendez-vous express. J'ai expliqué que bah, mon stage commence dans une semaine, il faut que j'ai mon rendez-vous, patati patata. Et c'est vraiment le jour où j'étais censée commencer mon stage que j'ai eu mon rendez-vous. Mais après, une fois que vous finissez le rendez-vous de visa, vous obtenez le visa au bout d'une semaine. Donc, j'ai eu au total que 2 semaines de retard en fait pour mon stage. Ok, pour le logement, comment j'ai trouvé un logement aux États-Unis? Je suis passée par des groupes Facebook des étudiants de Georgia Tech. Pourquoi je suis passée par là? Parce qu'en fait, quand vous cherchez des résidences en ligne, c'est pas comme en France où il y a des résidences étudiantes qui coûtent moins cher. Ça coûte extrêmement cher. Et très vite, j'ai changé de technique. Donc, je suis allée dans un groupe qui est vérifié, un groupe privé d'étudiants de Georgia Tech qui se partagent un peu des tuyaux. Et en fait, dans ce groupe-là, je pouvais voir qu'il y a des gens qui cherchaient des colocataires ou des gens qui, voilà, qui finissaient leur colocation, qui cherchaient quelqu'un pour reprendre, en fait, la lise. Et c'est là-bas que j'ai trouvé ma colocation. Et j'ai d'ailleurs pas trouvé une colocation avec une étudiante de Georgia Tech, c'était juste une fille qui était à Atlanta. Et j'ai rien payé, encore une fois, ça c'est bien de mentionner, j'ai rien payé étant en France. J'ai vraiment discuté avec elle, je lui ai dit, bah moi, idéalement, j'aimerais venir et voir si la maison existait avant de payer quoi que ce soit. Et elle a bien évidemment accepté. Donc quand je me suis rendue aux États-Unis, la première semaine, je l'ai fait dans un Airbnb, ça m'a coûté cher. Mais par contre, je suis partie, j'ai vu que la maison existait, voilà, ça se place, ça s'était bien situé dans la ville et j'ai payé par la suite tout ce qu'il fallait payer. Donc ça, c'est mon conseil. Pardonnez, ne payez rien avant de vous rendre aux États-Unis, vérifiez que tout est correct. À moins que peut-être que ce soit une colocation avec une personne que vous connaissez et tout. La colocation, je payais 800 $ par mois. Bon, ça, c'est sans charge parce qu'il y a encore les charges électricité, eau. Ok, par rapport au coût de la vie, si je vous dis déjà que le fait que j'ai payé 2 500 $ pour un visa, c'était un red flag. C'était évidemment un red flag. Un red flag parce que j'ai pas pensé au fait que peut-être qu'aux États-Unis, ça coûte cher. Si ils te font payer un visa à 2 500 € sachant que tu es étudiante, c'est que la vie en elle me coûte cher là-bas. Et franchement, ça coûtait cher, la vie coûtait cher. Je me suis très vite rendu compte que en fait, ma compensation de stage ne pouvait pas couvrir tous mes besoins. Sachant que ben, quand tu vas dans un pays pour faire un échange, tu n'es pas là que pour travailler. Même dans le contrat, il t'explique que tu dois visiter le pays, tu dois voilà, connaître la culture américaine. Et je ne pouvais pas en fait me permettre de voyager avec l'argent que je touchais comme compensation du stage. Et c'était devenu très compliqué niveau finance. Heureusement, je dis Dieu merci, j'avais le soutien financier de mes parents. Ils me donnaient de l'argent. C'était pas quelque chose de mensuel, genre chaque mois ils m'envoyaient de l'argent. Mais quand c'était vraiment chaud, quand j'étais, voilà, quand j'avais que 2 $. Donc, voilà, globalement, je ne veux pas vous mentir, la vie coûte super cher. Et il y a un truc qui est assez confusing, c'est que quand on vous donne les prix, c'est vraiment sans taxe. Donc, vous pouvez faire vos achats, vous dites, ah oui, ça va, mon panier fait 100 €. Quand vous partez dans le checkout, ça fait 120 €, 130 $, pardon, en dollars. Et ça, c'était assez bizarre pour moi. C'est drôle parce qu'au Canada, c'est pareil. J'avais déjà
fait l'expérience de, voilà, la taxe supplémentaire. Mais je sais pas pourquoi aux États-Unis, ça m'a bouleversé en fait. J'utilisais beaucoup l'Uber. Franchement, si je devais me rendre quelque part ou si je devais, voilà, sortir, c'était franchement l'Uber que j'utilisais parce que les transports communs en soi, j'utilisais ça que pour aller dans mon travail parce que il y avait un bus qui me permettait de quitter de là où je suis à mon travail, genre, je dirais, c'était une ligne droite. Et ça, c'était vraiment ma chance. Mais sinon, globalement, les transports communs ne servaient pas à grand chose. C'était très lent, c'était pas très fréquent parce que, bah, les Américains n'utilisent pas les transports communs. Et par rapport à la nourriture, pareil, si vous voulez manger healthy, ça va vous coûter cher que si vous voulez manger du fast-food. Vous comprenez un peu pourquoi il y a voilà, l'obésité aussi là-bas. Moi, je faisais mes courses à Kroger. Je me rappelle au début, je connaissais pas encore la différence des supermarchés et je faisais mes achats à Whole Foods, qui est un peu genre organic shop. Et les courses minimum, faut compter $60 pour les courses. Franchement, et là encore, c'est en 2022, donc là, je pense que c'est encore plus cher. Moi, quand je partais faire mes courses, j'achetais quelque chose, quelques affaires, j'étais à 70, 80. Et ça encore, c'est parce que je suis single, sans enfant, et je mangeais très peu à la maison. Par rapport à la cultural adaptation, comment je me suis adaptée culturellement à mon environnement? Moi, je suis quelqu'un qui est très flexible. Je suis très flexible, donc ça c'est un peu ma force. Même dans mes entretiens, c'est quelque chose que je montre directement. Je suis très flexible, je m'adapte très vite. Et après, j'ai pas trop le choix parce que je suis à l'étranger. Je suis obligée de m'adapter en fait. Je suis pas en mode non. Pourquoi c'est pas comme ci? Pourquoi c'est pas comme ça? Je suis pas du genre à me plaindre. Je me plains pas. Donc, ça a été très facile pour moi de m'adapter. Quand je suis venue, j'ai vu bah, que les transports en commun, c'était compliqué. Ils n'avaient pas un très bon système de transport en commun. Donc, j'ai dû m'adapter. J'ai dû, voilà, commencer à utiliser les Uber. Pareil pour la nourriture. Quand je suis venue, j'ai vu que, ben, aux États-Unis, si je veux manger healthy, ça te coûte cher. Donc, il fallait que je trouve un moyen de changer ma manière de manger, mais tout en restant healthy. J'ai pris 10 kilos aux États-Unis. Mais je les ai perdus, donc ça, c'est pas un problème. Et je me suis rendu compte que les Américains, ils n'ont pas forcément cette aptitude-là à être honnêtes quand ils vous parlent. Ils sont plus en mode flattery. Ils vont plus vous dire des choses. Oh, t'es trop belle. Ils sont un peu dans l'exagération des compliments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont dans le waouh waouh. Mais après, je trouve pas que c'est méchant parce que je pense que c'est quand même agréable, tu vois. Après, quand tu te rends compte que c'est souvent fake, tu restes un peu dans ton coin. Mais sur le coup, ça fait plaisir. Ils ont un très bon service. Quel que soit là où vous partez, il y a un très bon service parce qu'ils savent que ils ont besoin du tips. Donc, ils sont très bons service. Moi, franchement, quand je suis rentrée en France, c'est un truc qui m'a fait mal au cœur parce que je me suis rendu compte qu'on me traitait tellement bien là-bas quand je partais dans des restaurants, quand je partais dans des shops. Les gars, en fait, qui travaillent dans les shops, dans les restaurants, ils veulent vous aider. Ils ont cette culture du service. Ils savent vous rendre service. Ils savent vous servir, ils savent bien faire les choses. Mais en France, voilà, je vais pas forcément critiquer, je suis encore en France, je vais pas critiquer. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Il y a la culture du tips, ben, comme je disais, là-bas, ils s'attendent à ce que vous donnez un tips. Donc, fallait que je m'adapte un peu à ce truc-là, savoir donner des tips. C'est pas un truc auquel j'étais habituée. Franchement, déjà que je suis étudiante, je suis broke. Voilà aussi que je donne des tips. Par rapport à la social life, moi, j'ai rencontré des gens, mais qui étaient assez dismissives. Je sais pas dismissive, c'est quoi en français, mais en gros, ce sont des gens, en fait, ils causent avec vous, ils sont super sympas pendant une semaine, 2 semaines et après vous ghostent. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous ne savez pas si vous avez vous avez dit un truc qui n'était pas correct. Rien, la personne vous ghost sans raison. Et en fait, c'était un truc qui était très fréquent. J'ai rencontré des filles comme des garçons et tout. Et en fait, les seules personnes avec qui je suis restée vraiment en contact, c'était soit des Français ou soit des étrangers en fait, des gens qui étaient venus étudier aux États-Unis. Donc j'ai rencontré beaucoup de Français. J'ai rencontré beaucoup de Français, j'ai rencontré des Gabonais, des Sénégalais. Ne vous attendez pas à vous faire énormément d'amis, à moins que vous soyez vraiment dans un environnement académique, c'est-à-dire vous êtes en échange dans une université. Donc peut-être que vous allez faire des rencontres, vous allez rencontrer des Américains. Et là encore, c'est différent parce que je suis sûre que une fois que vous quittez les États-Unis, c'est fini, quoi. Franchement, vous n'allez pas forcément rester en contact avec ces personnes-là. Limite, ce sont des personnes étrangères que vous avez rencontrées aux États-Unis, avec qui vous allez garder le contact. Moi, ma coloc, par exemple, c'était une Turque. Je suis restée en contact avec elle. Mais comme j'ai dit, c'était une Turque, c'était pas une Américaine. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu à vivre de la solitude. J'ai vécu de la solitude aux États-Unis. Il y a personne que tu connais vraiment à côté. Les seules personnes avec qui tu as des interactions sont des personnes qui te draguent. C'était pas
c'était un peu toxique en fait. C'était un peu toxique et même les filles en fait, elles sont pas forcément lucides dans leur relation, c'est pas forcément tout le temps vraies, elles sont toujours dans le waouh waouh. Et c'était très difficile. J'ai vraiment essayé de rencontrer des gens. Hein. Je vous dis pas que genre je vivais ma solitude, j'étais chez moi à la maison. Non, je suis allée sur Bumble. À chaque fois, je rencontrais des filles. On se voyait une, deux fois après. Bon, elles me ghostait, je pense qu'on dit ghostait, du jour au lendemain sans aucune raison, sachant que il y a 2 jours, on s'était vus, et c'était super content de me voir, on est parti dans un restaurant, on a pris des photos ensemble, et genre du jour au lendemain, rien. Et je sais vraiment pas c'est quoi, c'était dû à quoi, je sais vraiment pas. Mais je sais que j'étais pas la seule à avoir cette expérience-là. Même mon ami avec qui on était en échange, il était plus en fait avec des Français. Il était contouré de Français et il disait ben les Américains sont pas, ils sont un peu fake dans leur relation et tout. Donc, mais vous pouvez avoir une expérience différente avec des interactions différentes. Moi, c'est l'interaction que j'ai eue avec les Américains purs. Parlons de mon expérience professionnelle parce que c'est la raison pour laquelle je me suis rendue aux États-Unis. Je vais pas forcément rentrer dans les détails sur cette partie-là parce que bah je sais pas en fait je sais pas si j'ai le droit. J'ai énormément appris de mon expérience, j'ai développé mon anglais, voilà, je suis passée de quelqu'un qui ne savait pas forcément bien parler anglais à quelqu'un qui était très très à l'aise en anglais. Par contre, j'ai pas eu l'accent et franchement, je m'en fous. Pour moi, j'estime que mon accent, ça pose pas de problème. Donc, pour revenir à mon expérience professionnelle, j'ai appris. C'était ma première vraie expérience professionnelle. Pour être honnête, je pense que c'était vraiment ma vraie expérience professionnelle que j'ai eue pour la première fois. J'ai appris c'était quoi le monde du travail, j'ai appris les vices du monde du travail, j'ai appris comment fonctionner dans une entreprise de manière générale. J'ai développé mes capacités à être très débrouillade parce que dans mon job, en fait, il fallait que j'arrive à franchement débloquer les choses de manière très rapide, de manière très proactive. J'ai aussi aimé le fait d'être en contact avec des gens, des directeurs, sans pour autant que ma position de interne ou ma position de vraiment support engineer pose problème. J'ai parlé avec le président d'une fondation au téléphone. Ça, c'était ma meilleure expérience. J'ai passé 1 heure au téléphone avec un gars, un monsieur qui est très connu aux États-Unis. Et en fait, le gars, il était tellement cool au téléphone. Il m'a donné des conseils. C'est-à-dire qu'on a quitté dans le cadre du travail. C'est-à-dire que j'avais fini de faire ce que je devais faire avec lui. Et nous sommes restés au téléphone au moins 1 heure au téléphone, juste pour parler de la vie de manière générale. Et j'ai vraiment aimé cette expérience. J'ai vraiment aimé parler avec ce monsieur-là. C'était un Américain. J'ai Il m'a inspiré en fait, ce monsieur m'a inspiré au téléphone. Et par rapport à la culture du travail, les Américains sont très orientés résultats, ils sont très orientés travail. Ils n'ont pas assez de vie, ils n'ont pas assez de vie sociale, ils sont vraiment concentrés sur le travail. Et comme vous savez, aux États-Unis, le shift c'est 40 heures par semaine. Voilà, comparé à la France où c'est 30-35 heures, aux États-Unis c'est 40 heures. Et là encore, c'est sans compter les heures supplémentaires et on n'a que 2 semaines de vacances par année. Il y a aussi très peu de jours fériés, genre des jours fériés payés comme par exemple, je sais pas moi, le 1er mai ou par exemple aujourd'hui le 9 mai. Il n'y a pas assez de jours fériés comme ça aux États-Unis. Et même si je vous dis par exemple c'est le Black, je sais pas moi, Black History Day, c'est pas férié en fait, c'est juste un jour de célébration, mais c'est pas férié pour les travailleurs. Dans mes débuts, je vais pas vous mentir, j'étais pas en burn-out, mais j'étais vraiment submergée par mon travail. Et pour moi, c'était trop en fait. Je me rappelle, j'appelais ma soeur, souvent je pleurais. Souvent, je vais pas vous mentir, j'ai trop pleuré. Et ça m'a pris au moins 6 mois avant de savoir faire de la dissociation, c'est-à-dire savoir dissocier mon travail de ma vie. Parce que déjà, 40 heures dans ta vie, c'est beaucoup. Par 40 heures par semaine dans ta vie, c'est beaucoup. Quand tu rentres du travail, tu es fatigué. À peine si tu as une interaction avec des gens, à peine si tu as une interaction avec ta couleur. Tous les clichés que vous pouvez avoir par rapport au monde du travail aux États-Unis sont vrais. Mais par contre, je dis pas que c'est mauvais parce que moi, j'estime, en tout cas pour ma personne, que pour quelqu'un qui est jeune, qui est au début de carrière, les États-Unis vraiment c'est une opportunité en fait pour développer sa carrière, pour monter rapidement et pour avoir de l'argent. Franchement, sur ce côté-là, les États-Unis sont bien, mais à part ça, si vous voulez avoir une vie sociale, si vous voulez vous amuser, si vous voulez beaucoup voyager, ça c'est différent. Je vais vous dire la vérité par rapport au challenge que j'ai pu avoir. Je veux pas vous mentir, j'ai déjà eu une expérience, j'ai déjà vécu le racisme aux États-Unis énormément, que ce soit avec des clients au travail ou que ce soit dans la vie, voilà, dehors.
j'ai déjà vécu du racisme. Comme je le dis, faut juste pas prendre les choses personnellement, faut être au-delà de ces personnes qui sont ignorantes, parce que pour moi, j'estime que si une personne est raciste, c'est juste une personne qui n'a jamais quitté son pays. Et il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas quitté le pays. Et dans le sud des États-Unis, dans les États sud, le racisme est encore plus flagrant. Tout ce qui est, voilà, de la ségrégation, mais vous voyez un peu les différences de couleurs, quoi. Il y a des quartiers blancs, il y a des quartiers noirs, il y a des endroits où il faut peut-être pas aller quand on est noir. Il y a vraiment ça qui est encore visible dans les États du sud. Mais par contre, si vous êtes à New York ou dans des États un peu plus au nord, Washington, ça va encore. Ça va vraiment. Par rapport à mon retour d'expérience, qu'est-ce que je vais vous dire? Globalement, je suis sortie, grandie dans cette expérience-là. J'ai augmenté en maturité. Je suis devenue très mature, notamment sur la question du genre, sur la question du racisme, sur la question de ma couleur de peau. J'ai pris conscience que j'étais une femme et que j'étais noire. J'ai aussi pris conscience que dans la vie professionnelle, comment fallait marcher, comment fallait fonctionner. Donc, j'ai vraiment grandi sur ces aspects-là. J'ai fait beaucoup de networking par le biais de mon entreprise et par le biais aussi du TEDx. J'ai eu beaucoup de conversations avec des gens lettrés, je sais pas si ça se dit, mais des personnes qui sont allées à l'école. Et en fait, ces personnes m'ont tellement inspirée, ces personnes m'ont tellement encouragée dans mes études, dans ce que j'aimerais faire. Elles m'ont inspirée, elles m'ont aidé à trouver ma voie, elles m'ont aidé à faire un plan pour les autres années à venir. Et vraiment, le rêve américain, je pense que c'est un truc qui existe toujours aux États-Unis. Et les gens ils ont vraiment cette ouverture d'esprit, cette créativité d'esprit-là. Donc, si quand vous tombez sur des gens lettrés, des gens intelligents, ces personnes-là vont vous parler de sorte que vous ayez des envies, vous ayez des idées. Et ça, c'est l'une des parties aussi qui a été très intéressante. Comme je vous ai dit au début, j'ai fait mon stage dans un domaine qui n'était pas mon domaine. Mais je me rappelle, je me suis dit, toute expérience peut être valorisée. J'ai pu développer des aptitudes qui m'ont permis, en fait, par la suite, de décrocher 2 stages qui m'intéressent, dans le domaine qui m'intéresse. Et ce stage-là m'a permis de savoir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce que j'aimerais pas faire plus tard. Même si vous faites un stage que vous n'aimez pas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est peut-être un stage que vous n'aimez pas. Voilà. Mes conseils pour ceux qui aimeraient partir aux États-Unis, d'abord, je vais vous dire, soyez préparés. Soyez préparés moralement et physiquement à y aller. Les frais de santé coûtent cher aux États-Unis. Donc, assurez-vous de faire tous vos vaccins. Assurez-vous d'enlever vos dents de sagesse parce que avoir des problèmes de dents de sagesse aux États-Unis, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Mais voilà, assurez-vous d'avoir des médicaments, des trucs comme ça avant de vous rendre. Ça, c'est la première facette. La deuxième chose, soyez prêt aussi financièrement. Comme je vous ai dit, il se peut que votre entreprise vous demande vous-même de payer votre J1, votre sponsorship letter. Donc, soyez prêt à payer le sponsorship letter. Et soyez prêt aussi à payer de vous-même tout ce qui est première dépense, c'est-à-dire tout ce qui est logement, caution, premier loyer. La troisième chose, ce que je vais vous dire, c'est assurez-vous que votre compensation de stage couvre tous vos besoins. Moi, ça a été mon erreur. Je me suis dit, 1 500 $, c'est 1 500 € en France. Ça gère. Non, ça gère pas. Assurez-vous que votre compensation couvre tout. Même si l'entreprise vous dit qu'il y a des bonus mensuels ou des bonus trimestriels ou quarter, whatever. Non. Un bonus, c'est pas un salaire. Un bonus, c'est pas quelque chose que vous recevez chaque fin du mois. Donc, si vous avez l'opportunité de discuter de votre salaire, discutez bien. L'un des conseils que j'aurais dû me donner dès le départ et que je vous donne, c'est n'allez pas aux États-Unis parce que ce sont les États-Unis. N'allez pas aux États-Unis juste parce que vous voulez partir aux États-Unis. Moi, ça a été mon cas. Je suis partie aux États-Unis parce que c'était les États-Unis. Je suis partie aux États-Unis parce que je voulais faire mon stage à l'étranger et c'était la première offre en fait où je pouvais aller, où il n'y avait pas de problème de permis de travail. Donc, j'ai jump sur l'occasion. Mais très vite, je me suis rendu compte que je suis allée aux États-Unis parce que je voulais aller aux États-Unis. Parce que quand il y a comme ça avoir de la difficulté, c'était compliqué. Mon conseil aussi que je vous donnerai, c'est ne vous laissez pas emballer par la culture américaine de travailler tout le temps travailler. Franchement, profitez de votre expérience. C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément assez de moyens, on peut pas forcément se permettre tout le temps des voyages, mais essayez de vivre, d'avoir des expériences qui sont mémorables, qui vous permettront d'être content, quoi. Je sais pas, mais franchement, essayez de voyager, essayez de rencontrer des gens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire sur LinkedIn ou Instagram. Je vais prendre la peine de vous répondre de manière rapide et avec tout mon effort, tout mon amour. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à décrocher des stages dans des grandes entreprises. Donc, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de pouvoir être alerté lorsque je vais publier la prochaine vidéo. Merci.